Et donc la gouvernance collaborative, dont on vient d'en voir 3 exemples, pose aussi la question, comme on le voit dans ces 3 communications, comment est-ce qu'on gouverne le collaboratif, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le dessine, comment est-ce qu'on le fait avancer, et qui c'est qui s'en occupe. J'ai un jour entendu un collègue en Allemagne qui m'a dit que de définir la gouvernance, c'est à peu près aussi pratique que de clouer du pudding sur le mur. Il n'avait pas tout à fait tort. Alors ce qu'on remarque malgré tout, en regardant dans les définitions, on a mobilisé le cadre institutionnel, donc ça on sait faire en général, on trouve toujours à un moment une solution. On a rarement les financements dont on a besoin, mais on trouve toujours quelque part un morceau, puis ailleurs un autre morceau, et puis quelqu'un qui peut peut-être aider. Par contre, mobiliser le cadre relationnel, c'est là en général où vraiment le bas blesse, ou en tout cas c'est là que la plupart des énergies s'orientent. Et c'est donc devenu un petit peu l'argument classique en administration publique, en management public. On est parti donc de la solution hiérarchique, on sait organiser un problème, on sait le solutionner, on met la responsabilité quelque part dans un bâtiment, puis on le laisse comme ça 50 ans. Et puis ensuite, on est passé vers la transaction, on a cherché la sous-traitance, on a cherché l'efficacité, on a cherché encore plus mince, encore plus efficace, avec tous les problèmes que ça apportait avec soi dans les années 90 et bien avant. Et puis donc on découvre la relation de réseau, on découvre le côté relationnel du management public, on découvre l'influence, comme si ça n'avait jamais existé. Quand on demande à beaucoup d'élus ou de managers publics qui sont en fin de carrière ou qui ont leur fin de carrière depuis longtemps derrière eux, ils disent on l'a toujours fait, on n'en parlait pas, c'est tout. C'est pas tout à fait faux et c'est pas tout à fait vrai non plus, dans le sens où on parle beaucoup plus de partenariat, comme on l'a vu dans votre intervention, on parle beaucoup plus de champs. Encore un mot d'institutionnalisme, on parle beaucoup plus des communautés, on parle des territoires, on parle du maillage derrière tout ça. Et donc, pour éviter le pléonasme, on parle de plus en plus de gouvernance dite collaborative parce qu'elle implique plus que le relationnel et puis manger une tranche de jambon et un verre de blanc avec la bonne personne. Et on parle maintenant vraiment de se rencontrer pour prendre des décisions ensemble d'un point de vue intersectoriel, comme on l'a vu dans ces trois communications. Ce qui pose la question, donc d'un point de vue managérial, maintenant, comment est-ce qu'on mène ces constellations d'acteurs, comment est-ce qu'on les dessine, comment est-ce qu'on les gère. Et on remarque donc au cours des 9 dernières interventions que c'est un petit peu la question qu'on traîne tout le temps. Donc on savait, encore une fois, l'héritage de la bureaucratie, de la rationalité légale, on sait comment est-ce qu'on organise ces choses-là, on sait, en utilisant la voie hiérarchique, comment imposer une certaine forme de travailler, comment imposer des procédures. Et puis, on parle aujourd'hui donc de la gouvernance comme étant une bonne gouvernance. Donc la Banque mondiale, par exemple, qui dit qu'elle doit être compétente, responsable, résiliente, durable, inclusive. Oui, alors j'ai déjà parlé de ça une fois, des étudiants m'ont dit que c'était 5 mensonges. Donc l'approche de choix, désormais, c'est ça, pour traiter des problèmes indomptables. Alors c'est un idéal type, bien sûr, les étudiants provoquent volontiers, mais c'est l'approche de choix parce que, on en a parlé, ça permet d'apprendre, de faire passer des idées, de faire passer des problèmes. C'est pas forcément des problèmes énormes, c'est pas forcément des variables de conséquences, mais c'est des suggestions, sont des cas d'application. Un ressenti parfois suffit aussi à faire remonter certaines idées. Ça fait aussi, ou en tout cas ça pousse aussi au bricolage. On a parlé tout à l'heure de comment gérer les situations de crise qu'on n'a pas prévues. C'est souvent ça en fait ce qu'il faut gérer, c'est d'apprendre à la bureaucratie, aux administrations entre guillemets plutôt, à bricoler. Comment est-ce qu'on met quelle structure pour permettre de réagir plus rapidement à ce qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est plutôt ça. Et donc, les approches comme ça collaboratives permettent donc de traiter de ces problèmes dits indomptables ou très complexes parce qu'ils permettent surtout de créer du capital social. Quand on se connaît, quand on sait qui appeler, quand on sait comment organiser, des fois en prenant des raccourcis, un financement ou une décision, ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'est bien souvent ces choses-là. Donc, est-ce que c'est une panacée? Pas forcément, parce que la recherche là-dessus montre qu'elles sont finalement très peu stables. Les collaborations comme ça, donc on voit celles qui ont fonctionné,
Et encore, fonctionner, c'est large, parce que fonctionner, ça veut dire que ça a démarré officiellement. Comme on l'a vu, quand on parle d'évaluation, ça n'arrive pas forcément toujours au bout, pas où on veut, des fois on ne sait pas où ça va. Mais il y a aussi beaucoup d'efforts qui avortent très rapidement, il y a beaucoup d'efforts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas du tout répertoriés, parce qu'ils se passent comme ça, plutôt dans le tissu informel. Ça requiert aussi des efforts bilatéraux intenses. C'est pour moi la métaphore la plus apte pour parler de la collaboration, la gouvernance collaborative, c'est le château gonflable dans lequel les enfants jouent. C'est beau, c'est drôle, ça marche, puis on éteint le moteur. C'est un petit peu ça, la gouvernance collaborative. S'il n'y a plus personne qui s'en occupe, et des fois ça suffit une personne, mais il faut que ça soit toujours la même personne dans ce cas-là, ça s'arrête très vite. Parce que les silos, ils ne sont pas là malgré nous, ils sont là parce qu'on les fait, ils sont là parce qu'on travaille comme ça. Quand on a des budgets, des prises de décision, des règles à suivre, on a un, voire plusieurs supérieurs hiérarchiques auxquels il faut répondre. Les collègues de l'autre organisation qui ne veulent pas répondre à mon mail, ils commencent lentement à me créer des soucis. Donc, est-ce que je continue ou est-ce que je ferme la porte de mon silo, si aptiment décrit, et je continue comme je suis censé le faire du point de vue de ma hiérarchie. Donc, c'est toujours des choses qui existent parce qu'on fait en sorte qu'on discute, qu'on travaille. J'ai beaucoup travaillé avec les pompiers et je m'étais dit, moi, bêtement, ils passent leur temps à faire des choses dangereuses, très excitantes, etc. Je m'étais dit, comment je vais faire pour aller avec eux, traîner une journée comme ça. Ma femme ne m'a jamais me laissé le faire. Et finalement, on a passé notre temps dans des bureaux, à boire des cafés, avec des gens d'organisations diverses et variées, pour préparer justement ces questions. Et alors, justement, il posait des questions sur des cas d'application. Il disait, qu'est-ce que vous feriez si jamais ça et ça? Donc, il se disait, non, oui, là, non, c'est pas trop. Alors, c'est comme ça, en discutant, en cherchant des excuses, qui crée des relations et qui crée comme ça un capital qui permet ensuite de faire des choses plus ambitieuses, de faire des choses qui avancent. Il y a aussi le problème des positions dominantes dans ces réseaux. Quand vous êtes les pompiers et que vous demandez à un aéroport, qu'est-ce que tu fais si jamais il y a un feu dans un avion qui est atterri, etc. L'aéroport sait pertinemment que les pompiers sont en droit de dire nous on vient avec un mur rouge, la musique et la lumière et on arrête tout. Ça coûte 1 million d'euros de la journée, je crois, à l'aéroport, si jamais il n'y a plus d'opérations comme ça faisables. Donc forcément on les écoute. Donc il y a des acteurs comme ça qui ont un poids considérable. Quand Tesla vient à Berlin pour dire on voudrait mettre une gigafactory chez vous, tout d'un coup c'est plus Berlin qui décide sur beaucoup de questions. Donc il y a ce problème aussi, comment est-ce qu'on gère ces positions dominantes dans des situations de gouvernance, et donc on l'a vu aussi dans ces cas, comment est-ce qu'on fait aussi ensuite pour atteindre ces acteurs-là? Comment est-ce qu'on fait, d'ailleurs il faudra que vous m'expliquiez, pour atteindre le président du Kosovo et avoir 1h30 de rendez-vous lorsque la première question c'était mais qui c'est le CICES? Et puis c'est finalement donc des systèmes sous tension. Donc l'idée du château gonflable, ça marche pour ça, parce qu'il y a des pressions qui vont dans les deux sens, et c'est exactement ça en fin de compte. Ces systèmes fonctionnent parce qu'ils sont constamment sous tension, et qu'il y a donc des individus qui s'occupent de les maintenir en l'état. Donc des systèmes sous tension, il y a plein de forces comme ça qui vont dans tous les sens et les sens contraires. Et le mot qui est revenu dans chacune des 3 interventions, moins à l'oral que dans le texte, c'est le mot orchestrateur. C'est vraiment des chefs d'orchestre qui s'occupent de faire en sorte que non seulement il y ait tous les musiciens, mais qu'en plus ils jouent, et qu'en plus ils jouent de telle sorte à ce que ça rende quelque chose non seulement de correct, mais d'exceptionnel. Et donc c'est un travail qui est, en tout cas il faut bien l'admettre, c'est pas un travail qu'on enseigne dans tous les cours et dans toutes les formations managériales. Et donc un plan d'action, mais plutôt peut-être aussi un plan de formation aussi, de réflexion. Comment est-ce qu'on aide les individus qui participent à ces initiatives? C'est des questions managériales sur qui participe et pourquoi. Donc on a eu cette question plusieurs fois. Quand est-ce qu'on fait participer quel citoyen, par exemple? Qui participe et pourquoi? Si votre problème c'est d'organiser l'évacuation des œuvres d'art d'un musée d'une taille conséquente, tout d'un coup vous ne pouvez pas faire participer n'importe qui non plus, parce que ce n'est pas le genre d'information qui est censé devenir public. Comment est-ce qu'on fait? Donc il y a des situations qui requièrent une expérience plutôt technique, et où il faut que ça aille vite, et où on va chercher plutôt l'efficacité, voire l'efficience. Et puis d'autres questions, à l'inverse, où on va chercher l'inclusion, on va chercher des informations la plus exhaustive possible finalement. Quel cadre de fonctionnement? Et ça c'est quelque chose aussi qui était dans les 3 interventions, et je vous encourage à lire le dossier à ce sujet, sur la façon dont c'est organisé. On parle par exemple à Arras de comitologie.
c'est une science vraiment là-bas pour, je reprends votre mot, pour organiser la façon de travailler ensemble, organiser la gouvernance de cette gouvernance collaborative. Et donc, j'imagine aussi derrière des décisions sur comment est-ce qu'on prend nos décisions, qui prend ces décisions, qui finance et comment, qui évalue quoi, pourquoi et avec qui, et puis donc pour finir, qui gouverne. Je vous remercie beaucoup et nous allons prendre des questions.